Bonsoir, chers internautes. Après un an d'exil volontaire en Afrique du Sud, Joseph Kabila Kabenge, ex-président de la République démocratique du Congo, après avoir annoncé son retour, a été aperçu en Goma selon certaines sources. Un retour politique controversé qui intervient dans un contexte de crise sécuritaire et qui ravive les tensions politiques. Quelle sera donc la suite de la crise qui sévit en République démocratique du Congo? À quoi s'attendre à ce retour sont les problématiques majeures que nous mettons à l'endroit de notre invité exclusif, président national du Nouveau Mouvement Populaire, président Barakani, qui prendra le soin, comme d'habitude, d'analyser, de décrypter et de poser les jalons comme perspective de sortie à cette crise. Pour cette autre direct spécial consacré à notre cher beau pays, la RDC, que nous aimons bien, c'est une co-présentation avec Ghislain Guesseux, à qui j'adresse mes civilités. Bonjour Monsieur Djengele, j'espère que vous allez bien. Monsieur le Président Barakani, bonsoir. Bonsoir mon cher Ghislain Guesseux. Vous allez bien Monsieur le Président? Ben, vous connaissez ma devise, hein? Ma devise, je suis comme François, non. Je lutte, donc je vis. Je n'ai pas de soucis de santé, Dieu merci. Et je fais l'effort d'être toujours à mon poste. C'est important Monsieur le Président Barakani, il faut que vous le soyez. Donc, pour pouvoir adresser de manière intéressante les problématiques qui sont très importantes et pour lesquelles votre analyse sont utiles, Monsieur le Président Barakani. Je vous en prie. En termes de cette émission, Monsieur le Président, il a clairement été indiqué la situation qui prévaut actuellement en RDC. Et elle est marquée par le retour potentiel, supposé, entre guillemets, du président Kabila, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'image suffisamment claire qui indique sa présence effective sur le territoire, même si beaucoup de personnes le disent, présence en territoire congolais, Monsieur le Président Barakani. Après donc 6 ans de silence, il a décidé de retourner dans son pays. Et s'il est retourné, on suppose que c'est pour faire des choses qui sont utiles à son pays, Monsieur le Président Barakani. Et c'est pourquoi il est devenu notamment très communicatif sur les réseaux sociaux. Et dans une publication récente qu'il a faite, notamment en date du 20 avril, il déclare, je le cite, « Comme annoncé par mon chargé de communication, je m'adresserai incessamment au peuple congolais. Ce message ne viendra ni des rumeurs, ni pas des interprétations. Je prendrai même la parole au moment que j'aurai choisi avec la responsabilité qui toujours m'a guidé. Quand un pays souffre, on ne reste pas silencieux. Et quand on revient, on ne revient pas pour observer. Préparez-vous à m'écouter. » Évidemment, il parle congolais, Monsieur le Président Barakani. Il ajoute ensuite, bien que sa présence en territoire congolais n'a pas été confirmée par les officiels de Kinshasa, ces autorités de Kinshasa en l'occurrence, ont réagi à de son retour et les mesures qu'elles ont prises sont les mesures plus ou moins intéressantes, Monsieur le Président Barakani, parce que le ministre de l'Intérieur a annoncé la suspension des activités de son parti, le PPRD, comme vous connaissez peut-être, Monsieur le Président Barakani, le parti qu'il a porté quand il était au pouvoir en l'occurrence. Et le ministre de la Justice, quant à lui, a donné injonction à l'auditeur général de l'armée congolaise ainsi qu'au procureur général de la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre lui, Kabila en l'occurrence, et ses complices du PPRD FCC. Monsieur le Président Barakani, cette réaction du gouvernement du président Tshisekedi, quand on la regarde, Monsieur le Président Barakani, est-ce qu'on peut se dire qu'il s'agit d'une fermeté républicaine ou alors d'une panique politicienne, Monsieur le Président Barakani? Bon, d'abord, je voudrais garder toute ma lucidité devant ce que je considère, et ça peut le compter comme étant de l'agitation. On est là devant le bluff, c'est même un buzz, puisque nous n'avons aucun élément probant, effectivement, concret qui nous montre qu'il était en Goma. Donc on a fait jusqu'à pour le contraire un buzz. Bon, c'est une forme de communication, hein, le buzz. Un président qui fait le buzz, un soi-disant président, ancien président, fait le buzz. Donc, un soi-disant, il était président, Monsieur le Président. Pour moi, 18 ans de pouvoir. Pour moi, il y a longtemps qu'il a perdu toute la dignité présidentielle. Il y a longtemps. Par ses actions ou par... son comportement, il a trahi son pays. Il a trahi son pays. Il a trahi le Congo, qui lui a tout donné. Et c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Il n'est pas moins qu'un voyou. Hein. Il le devient après son pouvoir ou il le devient après son pouvoir, Monsieur le Président? Après son pouvoir. Tout ce qu'il a eu à faire ces derniers temps, il montre qu'on a affaire à un voyou. Et c'est décevant parce que il a fait croire, il a laissé croire, il a donné l'impression qu'il avait aimé ce pays. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un Rwandais déguisé et qui n'a jamais aimé le Congo. Congo, la RDC est pour lui un marchepied pour s'enrichir
et sauvegarder un faux prestige d'ancien président charismatique. On dit qu'il est charismatique, il ne parle pas. Mais il peut même dire quoi de bon ce type-là. Vous parlez de faux prestige, monsieur le président. Faux prestige, mais qui est du moins garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. Il n'a plus droit à rien puisqu'il a trahi cette Constitution. Il a trahi le pays, il a trahi la Constitution. Mais cette trahison que vous dites, entre guillemets, n'est pas encore actée juridiquement, monsieur le président. Non, elle est actée politiquement, elle est actée concrètement. Il est établi aujourd'hui que M. Kabila, c'est un mercenaire, c'est un rebelle. Il soutient le M23. Ces dernières positions l'ont montré. Ces dernières positions l'ont montré. C'est l'évolution de la situation qui l'amène à s'agiter comme ça. Mais rappelez-vous, sa dernière sortie. Sa dernière sortie sur la question. Aujourd'hui, il prétend vouloir parler à la nation. À quelle nation veut-il parler? Quelle nation veut-il parler? Il n'a pas parlé lorsque les populations de Goma subissaient le martyre. Les massacres perpétrés par ces milices. Sur le M23, c'est lui, avec son mentor, Paul Kagame, un criminel, un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, M. Paul Kagame. Kagame n'a rien dit. Il se réjouissait même des massacres qui se passaient en Goma. En analysant la crise comme étant une affaire intérieure à la RDC, une crise démocratico-politique. Vous vous rappelez? On s'en souvient, monsieur le président. Voilà, il a trahi la RDC. Il a trahi la RDC. Il faut en tirer les conséquences. Donc le buzz qu'il fait là, trahit une panique, une agitation qui masque des réalités. Ce président qui panique, lui ou le gouvernement congolais? Lui. C'est le comportement d'un désespéré qui ne sait pas quoi faire. Vous savez, on nous l'a présenté pendant longtemps comme quoi ces propagandistes disent quoi? Il est charismatique, il ne parle pas. Il est charismatique, il a voulu jouer. Il a entretenu un faux charisme présidentiel, ancien président de la RDC, pendant 18 ans, etc. Mais on a bien vu qu'il n'y avait rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Il n'est qu'un agent de Kagame. Un petit agent de Kagame. Mais pourquoi cette agitation du gouvernement congolais, dès qu'il avait été annoncé par son communicateur qu'il allait faire son retour, et on a vu une forme d'agitation du gouvernement congolais, il y a le ministre de la Justice, Moutamba, qui a directement donné les injonctions d'ouvrir une enquête, la restriction de son parti, la suspension de son parti par le ministre de l'Intérieur. Pourquoi cette coïncidence alors que Joseph Kabila Kabengue avait été annoncé comme de faire son retour et c'est un souci mais qu'il avait été aperçu? Si c'est qui n'est pas charismatique politiquement, qu'est-ce qui peut expliquer, monsieur le président, cette déflagration qui secoue la scène politique au sein du gouvernement congolais? Prenons garde. Prenons garde à ne pas tomber dans le piège tendu par ce mercenaire. Le piège, c'est quoi? C'est faire oublier qui il est. En créant un buzz qui va diluer la vérité qui est que il est co-massacreur de Congolais. Il est parmi les principaux instigateurs des massacres congolais, des massacres que subissent les populations en Goma ou à Bukavu. Pour ne parler que de ça. Le nord et le sud Kivu. Il veut masquer le fait qu'il est un des acteurs majeurs de cette aventure génocidaire, une des plus criminelles de l'histoire de l'humanité, l'une des plus honteuses de l'histoire de l'Afrique, à savoir que pendant 30 ans, l'Afrique a laissé massacrer près de 20 millions de Congolais pour le compte des Occidentaux, afin que les Occidentaux, dont les États-Unis, puissent piller les richesses de la RDC et que M. Kagame puisse se présenter en grand bâtisseur du Rwanda, qu'il a développé comme aucun président n'a fait en Afrique. Tout ça, c'était pour, mon cher Dingele, pour construire, créer des océans de sang. Prenez garde à ne pas tomber dans ce jeu. À vouloir dire, c'est une affaire politicienne, l'État congolais panique, c'est pas de ça qu'il s'agit. Kabila doit répondre de ses actes. C'est un criminel. Il doit répondre de ses actes. On ne conçoit pas qu'un ancien président se comporte ainsi. Donc, je voudrais d'abord préciser ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans
Laissons, je veux dire quoi, quand on cherche le buzz vise à tuer la réflexion des gens. Le buzz vise à ce que les gens cessent de réfléchir pour être buzzés. Quand on est baisé, on ne réfléchit pas. Le buzz. Nous devons éviter. Il va avoir la posture de l'opposant politique congolais qui serait martyrisé par le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Ça ne sera jamais vrai. Parce que ce gouvernement n'a jamais paniqué. Pourtant, c'était que est constant depuis des mois dans l'accusation de M. Kabila comme étant un des cerveaux de ce qui se passe à l'est de la RDC. Le président est constant, mais il n'a jamais pris les mesures qu'il a prises là. Jamais les a prises. Donc, c'est Kabila qui donne l'occasion qu'on déclenche des mesures qu'on aurait dû déclencher depuis. Et moi, je trouve que ces mesures ne sont même pas sévères. Moi, de mon point de vue, je trouve que on est encore en train de le caresser, de mon point de vue. Il mérite plus de sévérité que ça. Donc, le gouvernement ne panique pas. Le gouvernement, j'ai une situation que Kabila, apprenti rusé, qui apprend la ruse, n'est-ce pas, alors que des millions de Congolais sont tués, n'est-ce pas, mais il veut jouer la ruse parce que tout son problème, c'est de conserver ses richesses. Il est extrêmement riche parce qu'il a pillé le Congo durant son mandat, il a passé le temps à piller ce pays. Ce monsieur est extrêmement riche. Mais ça demandait au moins qu'il soit reconnaissant envers ce pays. Mais ce n'est pas le cas. Donc vraiment, ne donnons pas la moindre crédibilité à quelqu'un qui n'en mérite pas. C'est un vulgaire traître, comme son mentor Kagame. Il ne mérite pas mieux. Il n'a aucune considération qu'il puisse avoir. Donc moi, enfin le gouvernement a commencé à prendre des mesures contre lui. Je pense qu'il faudrait être plus sévère, et utiliser toutes les ressources de la justice pour mettre ce monsieur hors d'état de nuire. Monsieur le Président Banakani, nous allons rester très proche de l'analyse dont vous venez de faire, en analysant les acteurs de la crise, Monsieur le Président Banakani, et en interrogeant l'annonce du retour de Joseph Kabila. On se rappelle que le Conseil de sécurité, dans l'une de ses résolutions, avait clairement indiqué que les rebelles du M23 et le gouvernement de Kagame étaient une forme de terrorisme, où le Rwanda avait été taxé de complice à ce mouvement du M23. Et dans la scène internationale, Monsieur le Président, si un groupe de rebelles est analysé de terroristes, ils sont disqualifiés de fait dans le plateau politique. Et si donc le M23 est reconnu terroriste, disqualifié de fait, si le Rwanda est reconnu comme un État qui soutient le terrorisme en République démocratique du Congo, est disqualifié de fait, tout en connaissant que le coordonnateur du mouvement AFC M23, c'est Kone Nangaa, lui aussi qui est reconnu comme terroriste au Congo. Il y a des poursuites judiciaires contre lui, contre Kone Nangaa. Monsieur le Président Banakani, est-ce que le président Kabila ne vient pas se positionner comme une forme de légitimation politique à la rébellion qui sévit à l'est du Congo? Quand on se rappelle que pour renverser Mobutu à l'époque, il y a eu un mouvement toujours très proche du pouvoir de Kigali qui avait fait de Kabila Père le porte-parole, toujours dans le sens de Congo-utiliser, si on veut dire comme ça, la rébellion. Est-ce que nous ne sommes pas dans le même chemin, Monsieur le Président Banakani? Non. Non. Mais pourquoi non, Monsieur le Président? Respectons-nous, il faut qu'on se respecte quand nous parlons des affaires de notre continent. Cette liturgie onusienne, laissez ça à l'ONU. L'ONU est une organisation qui n'a pas honte d'avoir le sang sous ses mains. C'est une organisation qui a toujours blanchi les criminels et le crime au profit de l'Occident. Vous parlez de quelle rébellion? La rébellion vise à cacher, le mot rébellion vise à masquer la responsabilité de l'Occident dans cette situation. Le mot rébellion vise à africaniser, une fois de plus à donner la couleur nègre à un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité. De quelle rébellion parle-t-on? La rébellion pourrait renvoyer à des querelles domestiques, de gouvernance. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. On est en face d'un vieux problème qui a commencé depuis la conférence de Berlin. Depuis le moment où, je répète encore, un autre criminel qu'on appelle Léopold II
s'est approprié le Congo. C'est autour du Congo que le sort de l'Afrique a été scellé en 1884. Vous oubliez ça? Donc, depuis ce moment, la RDC, j'aime toujours rappeler ça quand je parle de la RDC. Depuis ce moment, ce pays n'a jamais existé en tant que tel. Les formes juridiques qu'on lui donne la souveraineté, c'est la forme que prend le fait que l'Occident s'est approprié un pays qui ne lui appartient pas dans sa pure tradition impérialiste. Alors on donne une forme juridique, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance à l'ONU, etc. Mais c'est quelle indépendance? Va-t-on rappeler ici ce qu'a subi le mouvement nationaliste congolais sur le Lumumba? On ne va pas rappeler ça. Donc c'est le fait que les gens ont décidé que les matières premières de la RDC ne lui appartiendront jamais. Et pour ça donc, on a créé des engins. On a créé des engins. Le Rwanda est un engin. Kagame est un engin, ce n'est pas un instrument, c'est un engin monstrueux. Les Museveni et son fils. Tous ces gens sont des engins qu'on a créés dans le cadre de la grande géopolitique des Grands Lacs visant à s'assurer que, la RDC ne soit jamais un pays puissant, n'ait pas une véritable armée, et de ce fait, n'ait jamais le contrôle sur ses matières premières. Donc, quand la RDC est unie, ça doit être sous la coupole de l'Occident. Quand il veut lutter contre les engins qu'on a fabriqués à ses frontières et à l'intérieur, c'est toute la légion des Mobutu, des Tshisekedi Père, tous ces gens-là, n'est-ce pas? Il faudra toujours que ça soit sous l'arbitrage de l'Occident. Vous parlez de quelle rébellion? C'est la rébellion de quoi? Le M23 n'est pas une rébellion. C'est un instrument qui masque la main de l'Occident dans les crimes, les génocides qui se déroulent dans les Grands Lacs. C'est de cela qu'il s'agit. C'est quelle rébellion? Rébellion de quoi? M23, ce n'est qu'un nom. Avant ça, il y avait un autre nom. Il y avait d'autres noms. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. On n'a pas fait une rébellion. Monsieur Kabila veut justement faire comme si c'était une rébellion. Il a deux fonctions là que son patron Kagame lui a donné, n'est-ce pas? C'est remplacer Kagame par Kabila. Pour qu'on oublie un peu le criminel, le grand criminel des Grands Lacs, Kagame, qui veut se cacher depuis que le monde sait qui il est, depuis que sa laideur pestilentielle, c'est-à-dire que est connu du monde entier. Il faut bien qu'il se cache un peu. Il faut en tout cas congoliser, le visage de ce que vous appelez rébellion. Mais il est trop tard pour le faire, ça ne marche pas. Kabila, c'est un Rwandais. On ne peut pas le congoliser. Lui-même, il est incapable de se congoliser. Donc, c'est une bataille perdue à ce niveau-là. Donc, c'est là qu'il s'agit, une fois de plus, l'État profond occidental qui considère qu'il est l'héritier du certificat de propriété de Léopold II sur le Congo. C'est l'Europe, c'est la France pour l'instant, et tout l'État profond qui se réfugie en Europe. Ce sont eux qui sont derrière tout ça. Ce sont eux. Et ils pensent donc à la faveur d'Ele Kabila. Ele Kabila, c'est la France, c'est l'Union européenne, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas renoncé à l'accord honteux, l'accord le plus honteux de ce début du XXIe siècle, n'est-ce pas? Et l'Europe n'a pas renoncé. Donc, tout ça, Kabila compte sur tout ça, n'est-ce pas, pour pouvoir imposer une négociation. Mais il est trop tard. Monsieur le Président Bandakani, sur la question précise des accusations que vous formulez contre Kabila, le désignant comme étant le chef. Ce ne sont pas d'accusations, ce sont de faits. Monsieur le Président Bandakani, il a communiqué sur la question et il a demandé les preuves parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a comme information, c'est les déclarations du gouvernement congolais dirigé par Tshisekedi. Est-ce qu'on va prendre les propos de Tshisekedi comme étant les paroles d'évangile, comme les faits avérés, Monsieur le Président Bandakani? La preuve, c'est Kabila lui-même. La culpabilité est généralement au terme d'un procès équitable, qu'on établit une culpabilité, M. le Président Bandakani. Dans le cas concret, parce que Kabila n'a pas encore subi un procès. Mais parce que les Occidentaux... N'a-t-il pas lui aussi droit à poursuivre ça, M. le Président Bandakani? Parce qu'il y aura un procès contre Léopold II. Vous mettez Kabila et sur le même pédestal, M. le Président Bandakani. Vous mettez Kabila et Léopold sur le même pédestal, M. le Président Bandakani. Et puis c'est un engin. C'est un engin. Mon mot est pesé, hein. C'est un engin. Donc je vous demande, il y aura un procès contre Léopold II, même mort. Il y aura un procès contre le roi Baudouin, contre les Baudouins. Il y aura un procès contre tous ces Européens qui se sont assis à Berlin pour dire que le Congo, c'est la propriété de Léopold II.
Il y aura un procès contre la CIA, les Américains qui ont tué le Lumumba, l'ont scié. Les Belges, on ne pourrait pas de quel procès. Vous pouvez demander les preuves. Mais alors, attendez. Il est demandé. Mais si on demande les preuves, donc. 100% des 100 preuves. Juste des déclarations, monsieur le Président. Mais je vous dis que les Occidentaux, là, qui est-ce qu'on voit? Kagame est le criminel des Grands Lacs, c'est lui qu'on voit actuellement. Ça fait longtemps qu'il disait que Kagame disait qu'il n'est pas derrière le M23. Dans son cas, monsieur le Président, l'ONU l'a reconnu désormais, mais Kabila, c'est pas. Mais attendez, avant que l'ONU le connaisse, nous, ça fait 15 ans que nous on dit ça. Et on nous demandait toujours les preuves. Alors que le rapport était dans les bureaux onusiens. Les rapports là sont là. C'est pas nouveau. Ce rapport n'est pas nouveau. Ce rapport existe depuis 2000. Même avant ce rapport-là. Dans ces rapports, est-ce qu'il parle de Kabila de manière précise? Bien sûr. D'ailleurs, les Américains l'ont averti. Les Américains l'ont cité. Les Américains ont cité aussi Kabila. On l'a cité. Mais ça, parce que les Américains l'ont cité. Je dis que c'est lui. Parce que lui, c'est lui qui vient se potenter. C'est-à-dire, c'est le voleur qui vient dire qu'arrêtez, moi, c'est moi qui vole. Est-ce qu'il y a encore les preuves? Est-ce qu'on demande les preuves quand tu es en flagrant délit? Vous avez vu, on est en flagrant délit, vous demandez quelle preuve? Lui, il vient dire que c'est moi le chef de la rébellion. Vous demandez quelle preuve? C'est le chef de la rébellion. Il n'y a plus de débat qu'il a travaillé, que son patron s'appelle Paul Kagame. Les preuves sont là, comme on dit au quartier, à gogo. Les actes qu'il a posés comme président montrent qu'il a travaillé pour la RDC, la manière dont il est arrivé au pouvoir montre qu'il travaillait pour Kagame. Les revendications du M23 qu'il endosse. Vous voulez qu'il y ait de preuves? Quand on massacre les populations de la RDC dans Angoma et à Bukavu, Kabila ne dit rien. Même pas le moindre mot, il ne dit rien. Monsieur le Président, est-ce que le silence vaut toujours culpabilité, monsieur le Président? On ne peut pas se taire en tant qu'ancien président d'un pays quand on massacre ton peuple. Tu ne peux pas te taire. C'est une obligation. Monsieur le Président Manakani, il a pris sur lui d'annoncer une communication qu'il fera sous peu, monsieur le Président Manakani. Il fallait faire la communication à l'instant. Quand on massacre ton peuple, tu défends ton peuple. Quand tu étais ancien président, lui, il était content qu'on massacre son peuple. Mais dans le cas d'espèce. Et quand il a fait la sortie, parce qu'il dit maintenant qu'il va parler à quelle nation? Mais oui, président, dans le cas d'espèce. Attendez. Les sorties qu'il a fait, il parlait à qui? Non, il parlait pas à la nation. Mais allons-y. Il parlait à qui? Mais tout au moins, s'il a dit que c'est la situation à RDC qui l'oblige à revenir sur le terrain. Ne jouons pas ce jeu. D'autres fois, le père, c'est lui qui parle. Oui. Vous savez, je vous dis qu'en droit, le flagrant délit, c'est la preuve. Hein. C'est la meilleure des preuves. Quand on te prend en flagrant délit, tu ne veux pas dire que c'est pas moi. C'est toi. Maintenant, il dit c'est pas moi, mais c'est lui. Il est pris en flagrant délit. Ce voyou, il est pris en flagrant délit. Donc, je vous dis, maintenant, il dit qu'il parlera à la nation. Parce que, on dit le crime n'est jamais parfait. Le crime n'est jamais parfait. Parce qu'un criminel est toujours menacé par, c'est-à-dire, les démons qui l'inspirent. Merci. Toujours, c'est ça qui le rend fou comme ça. Il devait lui se taire et mesurer ses mots. Mais non, c'est qu'il n'aime pas trop parler parce qu'il ne sait même pas parler d'abord. Non, c'est ça. Donc, il faut que, autant il se taire pour toujours, quand il dit des bêtises. Mais c'est quelqu'un, ton peuple est massacré. Tu ne dis rien. Le monde entier condamne. Le monde entier a condamné. Vous en peut-être prenez son temps avant de parler. Non, attendez. Oui, autant il ne parlait pas. Qui l'a forcé de parler les deux autres fois? Elles sont obligées de parler. Puisque depuis il dit qu'il ne parle pas parce qu'il est trop charismatique. Pourquoi il parle alors? Il ne condamne pas, il ne dit rien. Parce qu'il pensait qu'ils vont gagner. Et qu'ils vont marcher sur Kinshasa. Quand il se rend compte que l'affaire peut le retourner, là, il parle. Mais quand il parle là, il ne parle pas à la nation. Hein. Non, écoutez bien. Il s'adresse à qui, monsieur le président? Ben, allez lui demander. Allez lui demander. Plus il vient défendre Paul Kagame. Parce qu'on a fait l'émission ici, on a constaté ça ici. Il vient défendre Paul Kagame quand il sort. Voilà. Pendant ce temps, Kagame et sa bande, ses milices, tuent à Bukavu, tuent à Ngoma. Et c'est en dizaines de milliers, ce sont des milliers de gens qui meurent, monsieur Gessé. Kabila, il ne dit rien. Maintenant, quand il se rend compte que, quand dans leur plan, c'est-à-dire l'État profond, en débandade, qui se réfugie en Europe, au sein de l'Union européenne, dont la France, quand ils se rendent compte que c'est terminé, que ce qu'ils disent l'ont méprisé, l'ont simplifié, ce n'est plus ça. Le plan B, c'est quoi? C'est que il faut tout faire pour que Kagame, le patron, ne le voit pas, qu'on l'oublie un peu, qu'on oublie le Rwanda. Alors il faut donner une image congolaise à l'affaire. Mais comme le crime n'a même pas fait, qui est-ce qu'on met? Un Rwandais. Un Rwandais
qui est venu s'enrichir au Congo, est devenu président, on lui a tout donné, et qui aujourd'hui continue à montrer qu'il s'en fout, les Congolais. Il parlera à quelle nation? Il parlera à quelle nation? Donc, vraiment, nous ne sommes pas là pour reprendre les discours. Quelqu'un qui veut jouer un rôle qui ne peut pas incarner. C'est un traître. Et il faudrait qu'on le traite comme ça. C'est un traître. Il a trahi son pays, c'est tout. Il a trahi son pays. Donc, il n'est pas crédible. On ne va pas réussir à donner. Personne ne va encore légitimer le 1-23. C'est fini ça. Personne ne va légitimer les miliciens, c'est fini. Que ce soit le processus de Nairobi ou de Luanda, les choses sont claires. À l'ONU, il y a eu plusieurs débats au Conseil de sécurité, les choses sont claires. Ils disent quoi, M. le Président? Les choses sont claires. On condamne le M23 et Kagame. Ils sont sanctionnés matin, midi, soir. On attend que M. Kabila interprète tout ça. Mais qu'est-ce que lui fait? Lui vient contredire les stations en disant que non, c'est pas ça. Le problème, c'est que non, moi, je suis un opposant, c'est la démocratie, c'est la gouvernance. Voilà. Monsieur le Président, voilà ce à quoi il veut revenir cette affaire. Pour relancer, j'aimerais repréciser la pensée que vous avez développée en lisant la fin du tunnel de Tshisekedi, de Joseph Kabila, je vais dire. Il dit, en enrichissant, en indiquant que le problème c'est Tshisekedi, la solution aussi c'est Tshisekedi. Qu'il parte, le peuple congolais mérite mieux. Monsieur le Président, il dit le peuple congolais mérite mieux. Quelle analyse faites-vous? Le mieux dont il parle, c'est lui, Monsieur le Président. Non, c'est plus profond que ça. Vous savez, quand des traîtres comme ça commencent, au lieu d'aller se cacher, pour qu'on les oublie, ils veulent se faire voir parce qu'ils sont obligés de jouer un rôle. C'est pas, eux-mêmes se mettent, c'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, ils donnent les chaînes pour qu'on les arrête, quoi. C'est-à-dire, ils donnent les chaînes pour que on enchaîne leurs propres mains. Le problème, c'est Tshisekedi. Mais il est d'accord avec Tshisekedi, non? Yeah. C'est pas lui qui a essayé l'accord avec Tshisekedi pour l'alternance à la tête de l'État. Évidemment, c'est lui. C'est pas lui. Mais quand on est aussi intelligent que lui, on ne fait pas ce genre d'erreur. On ne fait pas ce genre d'erreur. Tshisekedi était très bien lorsque ils s'entendaient. Ils étaient très bien, non? Mais c'est pas lui qui a rompu l'accord, Monsieur le Président. Non, ils étaient très bien quand ils s'entendaient. Mais ça, il ne devient pas bête parce qu'il a rompu l'accord. Un accord, ben, on peut dénoncer l'accord. Mais avant de signer l'accord, il faut être maître, du moins au niveau intellectuel, au niveau de la compréhension, au niveau de l'intelligibilité de l'accord, il faut être maître de son accord. Donc quand on n'a pas pu être maître de tout ça, on est humble. Vous savez, Kagame a insulté Tshisekedi. Il dit c'est un vendeur de pizza, que c'est un ancien patron qu'elle veut présenter. On dit mais non, il est président d'un grand pays comme ça, c'est un vaurien. Mais il était en face du vaurien à Doha. Au Qatar. Au Qatar. Il a avalé sa langue. Au Qatar. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc non, c'est pas. Kabila a créé un mythe. Il a mystifié son personnage parce qu'il savait qu'il n'est pas congolais. Il fallait d'abord régler ce problème-là. Deuxièmement, il fallait masquer le fait qu'il était un engin, un traître, un cheval de Troie de M. Kagame. Il fallait masquer tout ça. Donc, il a fabriqué un faux mythe autour de sa personne. Mais c'est comme une bulle. C'est une bulle. Une petite aiguille perce ça et puis ça se dégonfle. Il va se dégonfler bientôt. Donc, c'est pas une affaire ça montre simplement et ça conforte ce que je vous ai dit. Son rôle, un, c'est de protéger les vrais patrons, les vrais donneurs d'ordre qui sont derrière, les Occidentaux, dont lui n'est qu'un cheval de Troie. Donc, c'est de leur protéger et de donner l'impression qu'on a affaire à une crise intérieure. Pour négocier. Et quand on va négocier, la scène qu'on va venir s'asseoir, toute la racaille, toute la bande va venir s'asseoir pour distraire les gens, perdre le temps dans ce pays. Voilà. Comme ils font depuis très longtemps. C'est la pure diversion. C'est la pure diversion, Monsieur le Président. Nous étonnons que c'est la pure diversion. Mais j'aimerais que nous restions un peu dans l'état des lieux. Parce que quand même, le président Kabila Kabenge a un parti politique qui avait annoncé son retour politique, bien qu'ils ont été suspendus dernièrement. Et ils ont beaucoup de partisans qui sont très proches aussi du parti politique de Koné Nangaa, de la plateforme dont Koné Nangaa est le coordinateur. Même sur le président Banakani, on ne va pas nier qu'une frange de population soutient l'ancien président, Monsieur le Président. Quel sera donc le poids politique à l'interne si c'est que il y a un mouvement violent à l'égard du président Kabila? Quel sera donc le poids politique? Est-ce que ça va pas virer vers
une forme de fragilisation de la société congolaise, M. le Président? Bon, le débat, c'est de savoir s'il a les partisans. C'est ça le débat. Donc, il a les partisans. C'est ça le débat. Hitler avait des partisans. Mais ses partisans sont aussi des citoyens de la République du Congo. Hitler était populaire en Allemagne à l'époque. Vous pouvez prendre que son cas. Vous connaissez combien de criminels dans ce monde qui ont été des populaires, extrêmement populaires, des politiciens, tous ces gens qui sont arrivés au pouvoir, auréolés d'une immense popularité. Mais le climat social au Congo est très affaibli, M. le Président. Qui en réalité ne sont qu'à l'image de ceux qui les soutiennent. Vous appelez quoi partisans? Qui appelez-vous partisans? C'est militants, c'est sympathisants. Mais quand Lumumba luttait pour l'indépendance de ce pays, il y avait plein d'anti-lumumbistes. Parmi lesquels était Tshisekedi, le père du président actuel. Qui avait appelé Lumumba crapaud. Moi, je vous pose une question. L'histoire a tranché en faveur de qui? Lumumba, évidemment. Il ne s'agit pas de comptabiliser les partisans. On parle d'une nation. On parle de sa souveraineté. On parle de l'Afrique, de l'impact de la situation en RDC dans les Grands Lacs sur l'Afrique. On parle de ça. Ce n'est pas une affaire de compter des partisans. Ce n'est pas les partisans. Ce sont des fans, ce sont des partisans. Ils savent même de quoi est-ce qu'il s'agit. Comme dans tous les pays africains, vous avez en RDC des gens qui pensent que leur région passe avant la nation. Des gens qui pensent que leur tribu passe avant la nation. Des gens qui ont été clientélisés justement par cette politique des Grands Lacs, n'est-ce pas, depuis Léopold II jusqu'à présent. Mais il y a une grande clientèle politique que ce truc-là produit, mon cher Diengele. C'est une affaire qui mobilise des milliards, des centaines de milliards. On partage, on crée une clientèle. Vous avez appelé un triste nom là, triste comme ça, Corneille Nangaa. Ce monsieur-là, son problème c'est quoi? Il parle en termes de mine personnelle. C'est comme arracher sa mine. Et il ose dire au Congolais que non, c'est moi qui l'ai mis là, je vais l'enlever. Vous voyez le vide qu'il représente. Vous prononcez le nom comme ça, c'est Corneille Nangaa. Mais est-ce que ce nom-là encore mérite qu'on le prononce? Ce sont les acteurs de la crise, monsieur. Il a suffi, non. La crise non, je suis d'accord, mais il a suffi seulement montrer qu'il est, c'est-à-dire, c'est un accident. Comme vous l'avez oublié, c'est une honte. C'est moi qui l'ai fait, je veux le détruire. Mais donc tu l'as fait sans savoir ce que tu faisais. Si on prend, c'est le premier mot. Donc il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Pour te dire que c'est lui qui a fait ce qu'il dit, il va le détruire. M. le Président, il peut estimer qu'il a fabriqué un monstre qu'il faut détruire, M. le Président. Mais il faut fabriquer un monstre et qu'il vous dépasse, vous vous taisez. Vous vous taisez. Il n'a rien fabriqué du tout. Ça fait partie de cette engeance de vipères que le système qui tient la RDC et qui a décidé de faire de ce pays une colonie éternelle a fabriqué beaucoup de Corneille Nangaa. Il y a de l'argent pour ça. Quand les Américains pillent les mines, ils partagent à quelques élites qu'on a sélectionnées sur le tas. On donne ici 1, 2, 3, et puis ces gens-là, n'est-ce pas, c'est comme les musiciens. Vous savez que vous connaissez la fascination que les stars exercent sur les populations, sur les foules, non? Effectivement. Alors, les gens qui sont fanatisés par des stars, hein, ce sont les partisans des stars. Ils sont leurs fans. Mais est-ce qu'ils savent ce que valent leurs stars? Pas toujours, en tout cas. Ils ne savent même pas que c'est une relation émotionnelle et sentimentale. Donc, marquée par l'aveuglement, totalement l'aveuglement total. Mais il suffit un matin quand on dit, mais voilà votre star, ils ne savent plus quoi faire. Quand ils voient la réalité. C'est la même chose en politique en RDC. La même chose. Nous savons tous qu'il n'y a pas de classe politique en RDC. Est-ce qu'il y a encore un débat là-dessus? Nous le savons. Il n'y a pas. Depuis la mort de Lumumba, toute l'histoire de la politique de la RDC, ça a été comme partout en Afrique, de tuer le patriotisme, de tuer les patriotes et de faire émerger des vauriens, des coquilles vides qu'on va stipendier, n'est-ce pas, et qui vont venir faire le théâtre sur la scène. C'est cela qu'il s'agit. Vous me parlez des partisans. C'est une clientèle. Alors, de ce point de vue, Kabila a sa clientèle. Mais, c'est fini. L'histoire a tourné. M. Diengele, M. Nguesio, l'histoire a tourné. L'histoire a tourné, c'est tout. Notez, M. le Président Madagascar. L'histoire a tourné. Et le vrai visage de ce monsieur est dehors. Il ne vaut rien. Et notez, M. le Président Il Madagascar. ne vaut rien. Kabila ne vaut absolument rien du tout. C'est vous qui dites, M. le Président Madagascar. Je ne le dis pas, c'est un fait. Ces militants, non, ne partagent pas cette opinion, M. le Président. C'est une affaire des militants. Ce n'est pas une affaire des militants. S'il a les militants en RDC, ça montre ce qui valent ces militants. Je vous dis que, est-ce que vous ne pouvez pas être président d'un pays pendant 18 ans. 18 ans. Vous vous comportez comme ça. Vous savez que vous sentez même que
C'est un faux président. C'est-à-dire qu'il n'a aucune dignité, aucune hauteur. Même, je vous l'avais dit en off, si on veut faire la politique politique, on fait la politique pour la politique. Je vous avais dit que même en continuant à être un traître, on peut être un traître, on est intelligent dans la traîtrise. Il y a des traîtres très intelligents là, qui trahissent bien, c'est-à-dire ils trahissent, ils masquent leur jeu, le temps de voir, il n'est plus là. Mais voilà un traître même bête. Il ne peut pas réfléchir. C'est-à-dire que voilà un monsieur, moi sa place, j'aurais été le premier à soutenir le président Tshisekedi. Ça veut dire que tu es un peu intelligent. Mais il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est arrivé là par hasard, on l'a placé là, il était marionnette, et il joue au grand. Il dit qu'il ne parle pas, il est silencieux. Il joue au charisme. Il n'a aucun charisme. C'est le charisme de la trahison. C'est le charisme d'un subalterne, d'un cheval de Troie. Donc c'est zéro charisme du tout. Monsieur le Président Mandakani, ce mois d'avril, Monsieur le Président, notamment le 17, les États-Unis ont une fois de plus sommé le Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Lors d'un point de presse, notamment donné par le conseiller principal pour l'Afrique du département d'État des États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Massad Boulos. Par ailleurs, les États-Unis ont salué le retrait des rebelles de la ville de Walikale, le qualifiant le retrait en l'occurrence, de résultats concrets consécutifs aux efforts diplomatiques qui sont déployés par les États-Unis pour que la paix revienne en RDC, M. le Président Mandakani. Cette position pour les États-Unis dans le processus de paix en RDC peut-elle produire les mêmes résultats dans les villes de Goma et de Bukavu, M. le Président Mandakani? Bien sûr, bien sûr. Le président Tshisekedi avait dit qu'il va récupérer Goma et Bukavu soit par la diplomatie, soit par la force. Il va réussir les deux. Il est en train de réussir par les deux voies. Pour l'instant, ça avance pas trop, Monsieur le Président. Ça avance. Encore sous contrôle, je crois, et Goma peut-être encore. Ça avance. Les Ouazalendo et l'armée font des progrès énormes. Si on part de la situation d'avant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées. L'armée se met progressivement en place, elle s'organise. Et l'accord de la RDC et l'État américain, c'est un accord où la sécurité est inclue. Contrairement à M. Kabila, qui a signé avec les Chinois sans sécurité. Voilà, il trompe les naïfs, sans sécurité. L'accord là, c'est un accord entre États. Deuxièmement, le volet sécurité est consubstantiel. C'est l'échange. Je dis bien consubstantiel, le mot à sa place, n'est-ce pas, avec est consubstantiel d'avec les mines qu'on va exploiter. Bon, alors, moi je vous pose la question. Si les Américains ont été les maîtres de Kagame, ils ne peuvent pas s'opposer à ces maîtres. Donc, c'est une question, je vous dis, c'est une question de temps. Goma sera repris, Bukavu sera repris. Quel est le prix de cette taxe américaine, monsieur? Oui, donc, tout ça montre que votre président, là, il ne réfléchit pas. Kabila, il ne réfléchit pas. Il a perdu, parce que ça va dans le sens de la justice. Les méchants peuvent triompher un temps. Ils ne peuvent pas triompher tout le temps. On ne peut pas faire ça à un peuple que vous avez dirigé pendant 18 ans. 30 ans comme ça, les Congolais sont massacrés. Kabila est à l'image des dirigeants africains et des Africains qui ont abandonné ce pays et qui aujourd'hui donnent les leçons à Tshisekedi. Voilà le vrai débat, hein, que Kabila avait distrait les gens là-dessus. Le vrai débat, c'est pourquoi. Comment on peut expliquer le comportement de l'Afrique à l'égard de la RDC? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que les bourreaux soient aujourd'hui blanchis par la négraille? C'est-à-dire que c'est l'Occident, l'Amérique, la Belgique, ces pays-là, qui sont en première ligne en matière de sanctions contre le Rwanda. Où est l'Afrique? Joseph Kabila, dans l'un où est l'Afrique? Il indiquait que le président Tshisekedi n'a pas eu de démarche sincère aux côtés de ses confrères africains et qu'il pensait qu'il est temps pour une démarche sincère auprès des présidents africains pour résoudre le problème en crise qui sévit en RDC. Oui, quand lui était président, c'est pas africain qui était sincère avec lui. Puisque sincère. Ils ne sont plus sincères quand il faut compter sans lui. Mais il se prend pour ce qu'il n'est pas. Quel est le président africain qui peut prendre aussi la déclaration de Kabila? Il pense qu'il est encore président. Il n'est plus président, on sait qui il est. Personne ne le considère. C'est parce que vous voyez qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et au lieu de se cacher, plus il va avancer, plus son vide va apparaître aux gens. Donc, il ne s'agit pas de Kabila, il ne s'agit pas de Tshisekedi. L'Afrique a trahi la RDC. Comme nous nous comportons sur l'ensemble des dossiers concernant notre continent. C'est incroyable. C'est-à-dire, on n'a pas une vision globale, on n'a même pas une vision africaine de nos crises. Alors qu'en face de nous,
On pense Afrique. Quand ils pensent Afrique. Ils ont toujours pensé à Afrique. La conférence de Berlin, c'était Congo. Mais c'est l'Afrique qui était visée. C'est toute l'Afrique. Le Congo n'était qu'une base d'entrée. C'est toute l'Afrique qui était visée. Ils se sont répartis. Ils ont dit, écoutez, arrêtons de nous chamailler, arrêtons de nous tirer dessus, entendons-nous, mettons sur pied un gentleman agreement entre nous pour aller. L'important, c'est qu'on prenne l'Afrique. Mais regardez les Africains. Regardez-les. On n'arrive même pas à avoir une pensée globale. On est incapable. On est incapable d'avoir une pensée globale. Et on est toujours en train de courir après les crises. Toujours en train de courir après les crises. Les mêmes choses se répètent. Vous voulez qu'on parle de l'Union africaine? Mais ça fait pleurer. Quand vous regardez ce marché, vous pleurez. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Donc aujourd'hui, quand il y a des Africains, ils pensent que, d'ailleurs, vous n'avez pas vu la sortie de la présidente de la Namibie? Voilà des gens comme ça. C'est-à-dire que, bon, maintenant, c'est une femme, hein, c'est plus un homme. Puisqu'on dit que les femmes ont un rapport particulier à la politique. C'est une femme qui est là. Toutes ces institutions sous-régionales sont corrompues. N'ont pas été en mesure de gérer cette crise. N'ont pas été en mesure de prendre en charge cette situation. Elles ne pouvaient pas le faire. Parce que ce sont des fausses institutions sous-régionales. Elles travaillent pour l'impérialisme. En dernière instance, elles travaillent pour l'impérialisme, ça se voit. Vous n'avez qu'à voir les honneurs que les présidents de la sous-région donnaient à Kagame quand ils venaient aux réunions. Cela va sans dire. Et ça parle plus que tout. Donc, Kabila leur demande de venir maintenant, en plus, renforcer le camp de l'État profond. Ils sont déjà dans l'État profond, déjà. C'est le comportement de la SADC, le comportement de l'Union africaine, des gens comme Ruto, toute cette bande-là. Il n'y a plus rien à montrer. On a vu leurs jeux, on a vu leurs limites. Donc, Kabila pense que l'État profond là, l'Europe, la France et les agences françaises qu'on appelle l'Union africaine, la SADC, les choses comme ça, peuvent constituer une masse critique, géopolitique, capable de contraindre Tshisekedi à une négociation. C'est ça l'espérance de Kabila. Mais il est trop tard. Hein. Monsieur le président Bandakani, vous semblez vous réjouir de la paix imposée par les Américains, monsieur le président Bandakani. Parce que dans les conditions concrètes actuelles, si on s'en fie aux dynamiques diplomatiques, le président Tshisekedi semble compter davantage sur les États-Unis, avec qui il y a un accord supposément, un accord paix contre sécurité, paix, sécurité contre mine, effectivement. Monsieur le président Bandakani, quel sera le prix à payer par le Congo? Parce qu'on a la mémoire, monsieur le président, des événements en Ukraine, où les présidents Trump a réussi à obliger l'État ukrainien à un accord sur les mines, qui est un accord qui, dans sa réalité, est un accord quasiment d'expropriation des droits ukrainiens sur les mines ukrainiennes, monsieur le président Bandakani. Est-ce que c'est le même schéma que vous souhaitez pour le Congo, en échange de la paix imposée par les Américains, cette fameuse Pax Americana? Je n'ai pas de souhait. Ma position sur le conflit en RDC, qui est un conflit africain, est basée sur une lecture profonde de la géopolitique mondiale et de ses évolutions. Ça fait des années que j'attire l'attention des Africains sur les évolutions qu'il y a au sein des États-Unis et au niveau de la géopolitique occidentale. Vous êtes témoin de mes alertes que je n'ai pas cessé de lancer. Bon, est-ce de ma faute si Kagame croyait que le monde lui appartient? Vous me demandez si on se réjouit, mais les Africains se réjouissaient quand Tshisekedi n'était pas reçu aux États-Unis. Ça réjouissait Kagame. Ça réjouissait toute la bande là, c'est pas, qui jouait le jeu avec les Occidentaux. Ça réjouissait les Africains qui sont même plus américains que les Américains, parce qu'ils se fichent des morts qu'il y a dans un pays voisin. Ça me disait que ça les réjouissait. Mais pourquoi vous voulez me faire porter le chapeau de l'inconsistance d'une même partie de l'élite africaine? Nous avons anticipé au NMP sur l'arrivée de Donald Trump. Et nous avons partagé ça. Nous avons partagé. Que Tshisekedi aujourd'hui a perçu l'avantage qu'il avait à saisir l'opportunité qu'offre l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Puisque Kagame était soutenu par qui? Les ennemis de Donald Trump. Clinton, le criminel Obama, tous ces gens-là. Je dois rappeler que plusieurs fois, c'est que ce qu'il propose là à Trump. Mais il a proposé à Biden. Il a proposé aux autres, mais on ne l'a pas reçu. Et Kagame se réjouissait. Et ça ne disait rien aux Africains. Maintenant, Dieu a
écouté les pleurs de ce pays. Comme les Africains s'en fichent des pleurs de leurs frères, Dieu a écouté les pleurs de la RDC. Et Dieu n'est pas comme vous, les Africains. Dieu s'en fout. Il prend qui il veut pour régler un problème. Alors, si Trump peut empêcher qu'on continue à massacrer les Congolais, mais votre problème, c'est quoi? Moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Donc, c'est pas une affaire de dire que je préfère, je me réjouis. Trump est différent de Biden. Il est différent des autres. Trump, ce n'est pas... Trump lutte contre ces gens-là. Au risque de sa vie. Deuxièmement, Trump a des positions en matière de politique internationale qui nous arrangent, nous. De manière objective. Ça nous arrange. Nous. Donc, c'est tout ça. Donc, il y a cette convergence qui fait que toute la dynamique mondiale que Donald Trump porte objectivement en matière d'évolution géopolitique, les Africains ne pouvaient pas être indifférents à ça. Mais ils l'ont été. Malgré nos cris, ils l'ont été. Donc, moi, j'aurais préféré que Tshisekedi s'allie aux Russes. Mais ça, c'est une position sentimentale. Là, c'est même pas la géopolitique, c'est le sentiment. Mais ça n'a rien à voir. Il a fait ce choix, il assume. Moi, je comprends ça. Ça me paraît logique. Dans le contexte des Grands Lacs, ça me paraît logique. Donc moi, je n'ai pas, c'est pas une affaire de sentiment ou pas. Alors, les Américains font la paix en RDC parce que les Africains ont démissionné. Ils ont abandonné leurs frères. C'est de cela qu'il s'agit. Et il faut éviter ça à l'avenir. Ça ne devrait plus se répéter. C'est pour ça que nous ne cessons pas d'appeler à une lecture globale des problèmes africains. Les problèmes nationaux sont des problèmes continentaux, on ne pourrait pas dire globaux. Et les problèmes du continent sont les problèmes nationaux. Qu'est-ce qu'on va faire pour que les Africains comprennent ça? Tant que vous refusez de comprendre ça, les Américains viendront, les Occidentaux viendront toujours habituer nos conflits. Donc là, pour l'instant, ce grand pays va reprendre au fur et à mesure sa souveraineté. Je ne dis pas que la reprise est là. Non, pas du tout. Non. Mais vous vouliez que Kagame continue à tuer les Congolais? Certainement pas, monsieur. Vous vouliez qu'il continue à jouer, à se vanter dans le monde d'être un grand dirigeant, alors qu'il n'est qu'un criminel, un assassin? Vous voulez qu'on fasse quoi? Là, c'est une avancée. C'est une grande avancée en RDC. J'ose croire que ce partenariat géopolitique et géoéconomique va permettre à la RDC d'avoir une armée, une véritable armée qui soit à la hauteur de la grandeur de son territoire. C'est la base. Et deuxièmement, que la RDC retrouve sa place dans les Grands Lacs. Parce que la vocation naturelle de la RDC, ce n'est pas d'être déstabilisé par le Rwanda, ni l'Ouganda, c'est le contraire. C'est la RDC qui doit servir, qui doit être le leader dans cette région-là. Au moins que que la hiérarchie naturelle des choses soit reconnue. C'est qu'elle a fait ça que la RDC est colonisée par le Rwanda. Ça a un sens, ça? Ou bien par Museveni et son fils, qui volent l'or à RDC, ils volent l'or pour aller s'enrichir en termes de milliards de dollars. C'est la RDC, c'est le pillard en RDC qui a construit Kigali. Et ce qu'on nous a vendu comme étant le miracle rwandais qui n'existe même pas, pour les gens sous-informés. C'était qu'un transit pour aller enrichir l'Occident. Mais ça, c'est tolérable, ça. C'est tolérable qu'on tue 20 millions de Congolais. Donc, il y a une dynamique qui va arrêter ça. Il y a une dynamique qui va permettre de respirer. Et si les Africains sont sérieux, enfin qu'ils reprennent main dans le dossier, mais là, dans un sens, comment on dit ça, dans un sens panafricaniste, au sens d'affirmer, n'est-ce pas, la vision africaine, d'affirmer la souveraineté africaine. J'espère qu'ils seront à cette hauteur. Mais sinon, ayant abandonné la RDC, je n'ai pas le droit d'insulter la RDC qui se débrouille comme il peut pour essayer de sortir sa tête de l'eau. Je n'ai pas le droit de les insulter parce que nous, on ne peut rien faire. On ne veut rien faire. Regardez le comportement de M. Sassou Nguesso. Regardez. Au Congo-Brazzaville. Bon, demain, il viendra rire, tu sais ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il viendra rire. Il était avec Kagame. Comme si on fait ça dans son pays, il peut accepter. Il a joué, comme il est un grand crocodile, n'est-ce pas, de l'espace de l'Afrique centrale. Et pour lui, il s'est mis à rire, il signe des accords avec Kagame, ils ont des accords sur la terre, etc. Autrement dit, il voulait sa part du pillage. Il voulait sa part. Alors, maintenant, il viendra rire avec les Congolais, mais eux, ils n'auront pas oublié. C'est ça qui est notre problème. C'est ça,
mon cher Gisèle. C'est ça. Et l'autre rôle, c'est d'appeler à cette émancipation géopolitique de l'Afrique. Et c'est pas compliqué. Il faut simplement que les gens se donnent le temps nécessaire pour travailler à ça. Il faut que nous ayons une vision globale de nos problèmes. Est-ce que nous, on essaye de faire? Moi, je ne suis pas de la RDC en tant que, s'il faut réfléchir de manière biologique. Moi, je ne suis pas congolais. Mais pourquoi cette affaire m'enflamme comme ça? Parce que j'ai une vision globale des problèmes de l'Afrique. Je sais qu'aucun pays africain ne s'en sortira tant que d'autres ne s'en sortent pas. Il ne faut pas rêver. Aucun pays africain s'en sortira seul. Aucun. Et il est irresponsable de laisser un grand pays comme ça, un si grand pays de l'Afrique centrale, nous laisser comment les Africains ont fait la main. C'est comme ça montre vraiment l'état d'aliénation géopolitique du continent africain, au niveau de certaines élites, au niveau de certains présidents. Président Banakani, nous allons un peu rester sur l'annonce de cet accord entre les États-Unis et la République démocratique du Congo qui a fait couler beaucoup d'encre, Monsieur le Président. Le clergé catholique a privilégié une solution interne où il dénonçait cet accord avec la société civile, qui dénonçait cet accord en s'appuyant sur la question qui revient, le prix à payer du Congo pour recevoir la sécurité militaire américaine, pour résoudre un problème que l'Église catholique considère un problème interne. Nous disons donc, Monsieur le Président Banakani, nous voulons mettre à votre endroit ce problème qui revient toujours sur le prix à payer concernant cet accord. Est-ce que pour mettre la paix en République démocratique du Congo, il faut automatiquement, si on peut dire comme ça, donner à vif prix les richesses du pays à l'échange d'une sécurité militaire? Enfin, si on reste dans le cadre de l'analyse du clergé catholique et des membres de la société civile. Premièrement, le clergé catholique est incompétent. Elle fait dans le mercenariat. Elle est indigne de ses apparences religieuses. Mais ils ont tout au moins voyagé pour les États-Unis pour étudier cet accord. Ils avaient été annoncés à Washington, Monsieur le Président. Ils sont allés saboter. Ils sont allés pour saboter. Avec les Katumbi et consorts, pour saboter. Ils ont voulu doubler l'État. Soi-disant auréolé du prestige de leur sultan rouge catholique. Ils croyaient qu'ils devaient réussir ce qu'ils ont longtemps réussi depuis la nuit des temps. La scène, c'est une honte. C'est une honte. C'est triste pour l'Afrique. Et que les gens continuent à accorder de l'importance à des porteurs de sultans comme ça. Alors, on n'a pas mieux à faire en Afrique que de croire à des gens comme ça. On va voir le niveau de leur Dieu. On va voir le niveau du Dieu de la Senko. On parle de quoi? Cette Senko-là, n'est-ce pas elle qui a mobilisé tout le Congo pour chasser Kabila du pouvoir? Vous avez oublié? Au nom de Jésus? Il n'y avait pas de marche où l'Église catholique s'est impliquée comme jamais en RDC, demandant à leur de descendre dans les rues avec les pancartes de Jésus. Vous avez oublié? Aujourd'hui, ils sont ensemble. Vous ne voyez pas l'incompétence. Vous ne voyez pas la criminalité. Vous ne voyez pas la vénalité. Lisez l'histoire de la RDC. Vous verrez le rôle de l'Église catholique en RDC. Les églises protestantes, le rôle qu'ils ont joué. Leur compagnonnage avec Léopold II, avec la Belgique et avec les États-Unis. C'est l'histoire de la RDC. Deuxièmement, vous voulez faire le procès de bradage en matière première de sécurité. Il brade quoi? Avant qu'il soit porteur, le sultan ne dit pas dire la vérité aux Congolais à qui ça appartient. Donc c'est Tshisekedi qui est venu. Donc Tshisekedi était là quand Léopold II est venu prendre pour le Congo. Il n'était même pas né, il ne savait même pas qu'il va naître, Tshisekedi. Et depuis Léopold II jusqu'à présent, la Seine-Croix dit quoi? La Seine-Croix dit quoi quand la Belgique, au nom d'un droit de préemption, mafieusement signé avec les États-Unis, a transféré tout ça aux États-Unis? La Seine-Croix fait quoi? Quand on a tué Kabila, on l'a scié. À l'acide, scié, découpé à l'acide. La Seine-Croix dit quoi? Le Mumba. Le Mumba, pardon. Ils ont dit quoi? C'était l'enjeu. Quel était l'enjeu? Sous couvert de lutte contre le communisme de Lumumba. Les catholiques ont laissé faire, puisqu'ils étaient anticommunistes primaires.
J'espère que vous le savez. Les catholiques ont été des antiques, la hiérarchie catholique, hein, la hiérarchie. Parce qu'il y a plein de catholiques en Amérique latine partout qui ont assumé leur adhésion à la théologie de la libération. Effectivement. Très bien. Bon, ils étaient excommuniés, hein, par le fameux pape Jean-Paul II. Le fameux pape Jean-Paul II. Il a dit que si tu es un communiste, tu vas en enfer. Et que Dieu n'aime pas les communistes. Que Dieu déteste les communistes. Que quand Dieu voit un communiste, Dieu devient, c'est-à-dire, Dieu devient rouge. Donc, ils ont dit que les communistes, c'est anathème, comme on dit dans le jargon. Évidemment, ils ne pouvaient qu'applaudir quand les Américains, au nom de l'anticommunisme, massacraient avec les Belges le Lumumba. Je vous dis, découpé, scié à l'acide. C'est récemment que un Tintin est sorti pour dire qu'il a la dent de Lumumba. On a osé faire une cérémonie pour le prendre ça. On a osé. Elle a été organisée, M. le Président, par le président actuel, Tshisekedi en l'occurrence, M. le Président. Mais vous savez que je n'ai jamais été un soutien de Tshisekedi, non? Vous le savez, non? Je le soutiens là pour l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt du pays, c'est tout. J'ai toujours été, j'ai jamais été un pro Tshisekedi. Ça, au moins, c'est connu. Mais c'est pas ça le débat aujourd'hui, c'est pas ça l'enjeu. C'est lui le président. Mais il est président héritier du parti politique de son père. Et quand on connaît le rôle historique de son père, il a hérité de ce parti politique. Il a évolué. Il a évolué dans la vie. Et quand les gens évoluent, je prends acte. Il a évolué. Pour devenir comme ce président patriote. Oui, il est. De fait, il est. De fait, il est patriote. Parce qu'aujourd'hui, il a décidé de rompre avec ses anciens amis. Et il a assumé. Il a échappé au moins 10 coups d'État, vous le savez, non? Au moins 10 coups d'État, hein? Au moins. Dans lequel la main du géant du Rwanda est dedans. Sa main est dedans. On pourrait parler que de lui. Donc, je tente de dire que, on va qu'on fasse diversion. La situation des matières premières, on ne brade pas ce qui n'existe pas. On ne brade pas, on brade quoi? La RDC n'a jamais été maîtresse de son patrimoine en matière première. Le pays se bat pour arracher ça. On est arrivé à une nouvelle phase du processus. En cela, c'est une avancée. En cela, c'est une avancée. Donc, la Senko se taise. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont même pas un peu sérieux. Parce qu'ils mentent. Il faut dire la vérité sur la situation de matières premières de ce pays. À la conférence de Berlin, ça a été scellé. Ça appartient à Léopold II, ça appartient aux Américains. Mais alors, donc, on parle de quoi? Il faut arrêter d'enfumer les gens avec ça. Kabila parlait de bradage, oui, là. Comme Paris parle aussi. La scène cause, ils ouvrent la bouche, là. Vous parlez? Si vous boutouyez avec quoi, c'était quoi? Donc, vous donnent ce qu'ils veulent donner. Ils ont toujours donné ce qu'ils voulaient donner aux Congolais, ce qu'ils voulaient donner. Mais dans le cadre d'un accord non écrit, ce ne sont pas vos matières premières, c'est pour vous. Que fait l'ONU en RDC depuis 1960? MONUSCO. La MONUSCO, c'est l'ONU, j'appelle ça l'ONU. Combien de présidents ont demandé le départ de la MONUSCO en RDC? Combien? Ils ont dit on ne part pas. Le dernier en date, Joseph Kabila. Ils ont dit on ne part pas. On va partir quand on aura achevé de démocratiser la RDC. Ce qui veut dire par achever sa colonisation. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Ne vous laissez pas séduire, emporter par les propagandes des méchants, des traîtres et des corrompus. La Senko, je vous dis, était en première ligne dans les manifestations anti-Kabila. La Senko a célébré l'accord Kabila-Tshisekedi pour l'alternance. Oui, monsieur. Vous rappelez là des faits, monsieur le président. Je vous rappelle les faits. Alors, bon, donc, je vous parle de leur incompétence, de leur incapacité à être les bergers d'un troupeau qu'ils ont même conquis par la force et la ruse et le mensonge. Ils ne peuvent pas être des bergers. Parce que si un berger est aveugle, il conduit le troupeau. Mais ces gens, ils sont plus qu'aveugles. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Donc, il faut qu'on explique à la RDC ces problèmes réels. C'est-à-dire que l'histoire de ce pays-là, sa malédiction, c'est que on a transformé une bénédiction divine en malédiction. Alors, et quand la Senko est incapable de dire cette vérité-là aux gens,
avec les soutanes qu'il porte, c'est une honte. La RDC n'a pas de problème. C'est que ces matières premières sont sa malédiction. Lorsque on dit, on prend ça. Ça a aidé à construire les bombes américaines, les bombes nucléaires américaines d'Hiroshima et Nagasaki. C'est avec les matières premières de la RDC que ça a été construit. Qui ne le sait pas? Vous êtes là pour ça. C'est pour ça qu'on a dit, tu Lumumba, joue ton rôle et nous, En 1960. on te met là. La scène qu'on ne connaît pas le rôle de la CIA dans les Grands Lacs. La scène qu'on ne le sait pas. Ne sait pas que tout président de la RDC doit être un agent de la CIA. La scène qu'on ne le sait pas. La scène qu'on ne sait pas comment on a déclassé la RDC au profit du Rwanda. Dans ce rôle-là. Il savait que vous étiez un agent de la CIA avec un matricule. Et que son renversement par le Kagame, on a abouti au fait que le Kagame jouait de mettre son rôle. C'est pour ça que les présidents de la sous-région se mettent à genoux devant Kagame, même avec les mains remplies de sang, les mains, la bouche, les yeux pleins de sang rouge. C'est incroyable. Donc, en fait, c'est une affaire de richesse. L'Église catholique a des intérêts dans les matières premières de la RDC. Ça, on ne peut pas vous le dire. Ils ont des intérêts. La Senko a des intérêts, comme Kabila, comme Nanga. Elle roule pour elle-même. Elle ne roule pas pour la RDC. Elle roule pour elle-même. On va lui donner l'importance qu'elle n'a pas. Ce sont des chercheurs, ils gèrent leurs petits intérêts. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Bien entendu, monsieur le président Banakani. Pardon, il faut arrêter avec cette histoire qu'on est en train de brader les matières premières. On ne brade pas ce qui n'existe pas. On brade quoi? C'est bradé depuis. On a pris. Brader, c'est peu dire. On a arraché. On a arraché. Dans le cadre d'un rapport de force qui a été organisé depuis la chute du président Mobutu au profit du criminel du Rwanda et qui a des acolytes. L'autre criminel qui est en Ouganda. La complicité de l'organisation sous-régionale qui couvre tout ça, mon cher Dingley. C'est ça la vérité. Donc, tu te dis, il est arrivé là comme il est arrivé, tant mieux. Mais je vous répète encore, Dieu fait comme il veut. Le vrai Dieu fait comme il veut. Pour l'instant, il s'est retourné contre ça. Il dit maintenant, ok, moi je vais défendre mon pays. Il a dit, c'est terminé cette affaire. Je ne dialogue plus. Le dialogue, c'est terminé. C'est clair. Il a tenu ferme. Dieu a aidé avec l'arrivée de notre au pouvoir. Et les Congolais peuvent respirer. C'est bien compris, monsieur le président Banakani. Il nous reste à peu près 20 minutes et j'aimerais que nous attamons la ligne des perspectives, monsieur le président Banakani. J'aimerais mettre sur votre table un ensemble d'idées comme ça qui pullulent le cercle des géostratèges africaines, précisément les politiciens congolais qui pensent que il est temps pour le président Félix Tshisekedi de convoquer un dialogue national où dans ce dialogue, le blessé président Joseph Kabila sera convié pour discuter. Cette analyse part sur le principe que si Tshisekedi a pu dialoguer au Qatar avec Kagame, ça serait pas un crime pour lui aussi de dialoguer avec certains leaders politiques, en l'occurrence Joseph Kabila. Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous? Est-ce que vous êtes pour cette perspective de dialogue? C'est ça la géostratégie. C'est ça la géostratégie. Obligé d'utiliser un gros mot pour dire ça. Si j'étais si fort en géostratégie, il y a longtemps qu'on aurait anticipé sur la situation de la RDC. Et moi, si pose la perspective. Mais nous attendons les plus grands des géostratèges qui sont très forts pour demander le dialogue. Mais le géostratège, c'est pas leur rôle. Ça. Leur rôle, ça aurait été d'anticiper sur ces évolutions depuis dans les Grands Lacs, où se joue la recolonisation du continent africain. Peut-être qu'ils ne sont pas membres du gouvernement congolais. Non, je dis... Les questions sécurité sont des faits géostratèges. Oui, c'est vous qui avez dit que ce sont des grands stratèges. Il ne peut pas devenir que le gouvernement Tshisekedi soit autiste, c'est-à-dire qu'il refuse d'écouter les conseils qu'on donne, monsieur le président. Je vais répondre plus sérieusement. Je suis tellement en train de dire que on peut pas comme vous avez fait avec les gros titres des géostratèges. Ils sont géostratèges de quoi? Ils sont géostratèges des Occidentaux. Ils reprennent les théories de l'Occident. Donc, alors, quand on a dit ça maintenant, comme on parle de perspective, on va être plus sérieux. Je ne suis pas en principe opposé à une discussion Kabila à Tshisekedi. Ça me gêne encore. Mais si on veut être sérieux, moi, je pense que si vous parlez avec lui, c'est pour organiser sa disparition du jeu politique.
Je répète, si on doit parler avec ce monsieur-là, ce triste individu-là, c'est pour organiser sa disparition du jeu politique. Ok. Mais pas pour qu'il vienne se pavaner en politique. Qu'il vienne montrer sa tronche là, il faut jouer au grand. Il n'est pas grand, c'est un traître. Donc, quand on parle de perspective du dialogue, c'est quoi? C'est pour reconstituer une classe politique avec les Katumbi. Mais je vous demande, les Katumbi, les Fayoulou. J'ai gagné pour le compte de qui? Un petit Français. Je pose la question. Quelle était l'attitude devant la situation de leur pays? Oh, Fayoulou a essayé de l'acheter, mais sur le tas, il a essayé, sur le tas. Mais, donc, c'est qu'il va parler avec Katumbi. Quelqu'un qui est allé aux États-Unis pour demander, pour faire tout pour que l'accord échoue. C'est incroyable. On a une pensée un peu pour la population de Ngoma, de Bukavu. Et c'est quand ils font toutes les affaires là, ils pensent à l'intérêt aux populations. Et s'ils ont une certaine idée de leur pays, hein, au-delà des réseaux, des lobbies auxquels ils appartiennent. Moi, je n'ai pas un problème avec le dialogue. Hein. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, mais je dis, quelle perspective? Si ce qu'il dit, s'est battu dans un contexte que nous connaissons tous, avec les Congolais, qui ont été fidèles à leur pays, le Ouazalendo, et la partie de l'armée qui a eu un peu de dignité. Pendant qu'il le faisait, quel était le comportement de vos politiciens là? Quel était le comportement? J'ai appelé ça. Kabila, tout le monde entier a vu qui il est. Katumbi, on a vu. La montre. Ils ont tous montré qu'ils ne sont pas des Congolais. Fayoulou, on a vu que son intérêt personnel passe avant l'intérêt du pays, on a vu. Il a voulu se l'acheter, là, il essaie de se l'acheter, mais il est trop tard, on a vu le visage. Donc, les choses sont claires. Oui, dialoguer. Mais que le dialogue débouche, que tous les Rwandais infiltrés dans l'armée soient chassés. Je dis chassés. Qu'ils rentrent au Rwanda. Il n'y a pas de Congolais dans l'armée du Rwanda. Montrez-moi au Congo, au Rwanda, des généraux congolais, des colonels congolais. Montrez-moi. Donc, s'il y a, moi, je pense, qu'on dialogue, oui, mais qu'on fixe le but du dialogue. Le but du dialogue, ce n'est pas de réhabiliter Kabila. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur-là? Le but du dialogue, ce n'est pas de réhabiliter les Fayoulou. Ou bien les Katumbi. Parce que Fayoulou, il faut lui remettre son pouvoir qu'on a volé. J'espère que vous l'entendez parler tous les jours. Monsieur le Président Mandakani. Voilà, donc lui, il faut lui remettre son pouvoir. J'ai gagné les élections. Monsieur le Président Mandakani, il y a une question que je voudrais vous poser, Monsieur le Président Mandakani. Vous indiquez que le dialogue, s'il est organisé, il devrait déboucher sur l'exclusion de Kabila. Un dialogue a un sens. Un dialogue, c'est pour un but précis. Moi, je vous qui parlez du dialogue. Vos stratèges là, est-ce qu'ils ont donné les buts et les objectifs de ce dialogue? Oui, pour le retour à la paix, pour le retour à la paix. Ça veut dire quoi? C'est un mot creux, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Pour le retour à quelle paix? Qui menace la paix? On les connaît. Vous demandez de dialoguer pour réhabiliter ceux qui menacent la paix? Pour les réhabiliter, de donner le pouvoir, pour qu'ils continuent à déranger? Vous avez vu les réclamations du 1-23, non? C'est connu, non? Il demande quoi? Vous voulez qu'il accepte ça? Bon, demandez à Kabila s'il est contre les revendications du 1-23. Alors vous allez savoir à qui vous avez affaire. Demandez-lui de se prononcer sur les revendications du 1-23. Il s'est déjà prononcé. Il dit que c'est le problème interne à la RDC. Est-ce qu'il dit, que le plan du 1-23, que l'Est de la RDC soit placé sous administration du Rwanda? Deuxièmement, qu'on laisse tous les généraux là. Deuxièmement, qu'on nomme des Rwandais replacés dans les hautes sphères de l'administration de la RDC. C'est pas possible. C'est la mort de la RDC. Par rapport à ça, que dit Fayoulou? Que dit Katumbi? Vital Kamerhe a parlé, Monsieur le Président. Vous parlez de qui? Vital Kamerhe. Non, c'est lui qui fait tout l'honneur, si on prononce son nom ici. Ça ne vaut rien. Donc, vous voulez comprendre? Vous voulez que... Je vous pose la question. Donc, on va dialoguer pour faire quoi? Pour moi, le dialogue n'aura de sens que si, je suis concret, tous les infiltrés rwandais dans l'armée du Congo, ils rentrent chez eux. Et là, on est même gentil. On est gentil, parce qu'ils ne méritent plus que ça. Ils rentrent chez eux. Que le Rwanda oublie un seul jour qu'il aura un droit de regard sur le Kivu. Le Kivu, ce n'est pas pour le Rwanda, c'est pour la RDC. C'est le président Mandakani. Attendez. Tout c'est qu'on règle la question des réfugiés rwandais.
et c'est ce qui est clair. On organise leur retour au Rwanda. C'est tout, au Rwanda. Et que le Rwanda oublie qu'ils sont Congolais. C'est quoi ces gens qui continuent à dire qu'ils sont Congolais? Ils sont Rwando-Congolais. Ils disent que Kagame, quand il n'a rien à dire, il profère des inepties en plein jour. Que c'est la colonisation qui a fait. Maintenant, il veut jouer à l'anticolonialiste. Le criminel veut jouer maintenant au panafricaniste. Mais il est trop tard pour lui. Il n'a qu'à rompre d'accord avec le ciel. Personne en fait ne peut le confier. C'est fini pour lui, il n'y a pas d'affaire à faire. Donc le dialogue doit avoir des buts précis, des objectifs clairs. Si c'est pour revenir au temps passé, non, c'est faux, c'est fini. C'est terminé. Et c'est en cela que vous voyez l'avancée qui se profile. C'est en cela que vous voyez l'avancée qui se profile. C'est là où nous le distinguons les autres analystes. Non, il n'y a que l'avancée. On brade des matières premières. J'ai démontré qu'on ne brade rien. On ne brade pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Les gens qui dénoncent le bradage, ils sont sérieux. Ils ont d'abord récupéré ça entre les mains des bandits qui ont pris. C'est que les bandits, c'est l'Occident, les États-Unis, la Belgique et consorts. Même la Belgique fait mieux que les Africains. C'est quand même terrible, hein. Les Belges sont même mieux que les Africains. Ils disent bradage, bradage. Il parle de quel bradage? Je brade ce qui m'appartient. Donc on veut croire que la RDC aime maîtriser ses matières premières? Non. Donc, voilà un autre argument des kabylistes et consorts, c'est du mensonge. Avec la Senko. Ils mentent. Ils masquent leur vénalité, leur trahison du pays derrière un bradage au creux de bradage. Voilà. Deuxième chose. Il faut être clair. Les gens comme les Camérés, tous ces gens-là, les faux Congolais là, qui sont demandés, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux. On les chasse tous de l'armée. On les enlève. C'est pas leur pays, ils n'ont aucun droit là-bas. C'est quoi? Ça vient d'où que, c'est ce que l'affaire, c'est que Kagame pense qu'il peut avoir des militaires dans l'armée du Congo. C'est que l'affaire, ça. De quoi est-ce qu'on parle? Ils rentrent chez eux. Deuxièmement, les frontières là doivent être reconnues comme telles. Il n'y a pas on négocie rien. Il n'y a même pas un espace de terre au Kivu là, à l'est là. À donner. Je dis le moindre, c'est le moindre, il n'y a pas. Je dis rien à donner. Au Rwanda? Au Rwanda. Rien. Je suis d'accord qu'on lève un mur. Il faut construire le mur là. On limite Donald Trump alors. Je dis qu'il faut construire le mur. Peut-être que ça va amener les Hutus à changer de mentalité. Les Tutsis, pardon, à changer de mentalité. C'est incroyable. Je voudrais vous rappeler que Tshisekedi a proposé à Kagame une coopération assez poussée. Généreuse en tout cas. Très généreuse, M. Nguesso. On peut partager. L'homme le plus puissant d'Afrique a refusé. Il a refusé. Il faut l'appeler ça. Parce que pour lui, il était en terrain conquis. Il était trop fort. Il a refusé. Donc, que tous ces politiciens-là, ou si vous appelez quoi politiciens-là, qu'ils se prononcent clairement sur cette situation. Le président dans ce moment-là, pourquoi pas? Le dialogue aura un sens. Souvenez-vous que l'actuel vice-premier ministre congolais, Jean-Pierre Bemba Gombo, a été par le passé un chef de milice, M. le Président Madaka. Oui. Notamment commandant de MLC. Tout à fait. Mouvement de libération du Congo, M. le Président. Tout à fait. Et que sous ses ordres, entre guillemets, il y a beaucoup de crimes qui ont été commis, M. le Président Madaka. Mais aujourd'hui, il a été récupéré par Tshisekedi et il jouera le pouvoir, M. le Président Madaka. Pourquoi est-ce qu'on peut admettre l'acquisition qui était portée à son endroit pour la plupart relevait des machineries occidentales, comme on sait le faire. Je parle de Jean-Pierre Bemba. Oui, il a payé sa dette à la CPI. Il était acquitté d'ailleurs. Voilà, il était acquitté. Et maintenant, il se reconvertit dans un patriotisme ardent. Nous saluons ça. Ce que vous dites, il s'est reconverti dans un patriotisme ardent. Oui, je ne le connaissais pas comme ça avant. Je l'ai connu, il ressemblait à tous les politiciens là, des gens qui défendent des intérêts, avant tout. Mais là, il y a une dimension patriotique aujourd'hui qui est indéniable dans son comportement. Je salue ça. Il se dit que ce qu'il l'a récupéré. Il était là-bas pour qu'on le récupère. Il a compris les enjeux. Parce qu'il est ministre du gouvernement du Ségué. Oui, mais il aurait pu aussi entrer dans la rébellion, dans ce que vous appelez rébellion. Il aurait pu le faire. Mais il a choisi de défendre son pays. De même que il a mis de côté les divergences qu'il avait avec Tshisekedi pour défendre le pays. C'est ce qu'on demande. C'est tout. Donc nous saluons le comportement de Jean-Pierre Bemba. Nous saluons son attitude. Et aujourd'hui, j'ai du respect pour lui, en espérant qu'il ne changera pas demain. De même que Constant Moutama, Monsieur le Président, qui était un opposant très farouche
et qui était à Tshisekedi, qui était même aux élections présidentielles de 2023, mais aujourd'hui, il est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État. Bon. Donc, on ne peut pas évacuer juste d'une main comme ça une reconversion de Kabila, même de Koné Nangaa, c'est possible, Monsieur le Président. Au moment là où les intérêts, si les intérêts... Je dis, le cas de Kabila est spécifique. Je vais vous dire pourquoi. C'est un Rwandais. Pourquoi vous voulez jouer, pourquoi vous voulez jouer à ce jeu-là? C'est un Rwandais qui rentre chez lui. Il a été président 18 ans. On peut lui dire que bon, ok, ça va, on peut le faire que bien, rentre avec ça chez toi. Surtout que la loi le confère le statut de sénateur à vie. C'est une loi, on peut défaire la loi. C'est quoi sénateur à vie? Ça veut dire quoi? Il me dit ça. Moi, j'étais pour ça avant. Hein. Moi, j'étais pour ça. Vous savez qu'avant, j'étais pro Kabila, non? Avant, moi, j'ai défendu Kabila devant les pro-Tshisekedi quand il venait d'arriver au pouvoir. Je leur ai dit, oui, il y a un accord qui est signé entre vous, ben, assumez. Il faut respecter ça. J'ai dit ça, c'était un point de vue au Tshisekidiste. Vous le savez, non? Vous savez ça. À l'époque, Tshisekedi était dans des errements pas possibles. Il errait, pas possible. Il jouait il était dans son occidentalisme primaire, là. Bon. Kabila franchit la ligne rouge. Il y a des erreurs quand on est en politique qu'on ne fait pas. Ce sont des erreurs qui ne vous pardonnent pas. Vous ne pouvez pas, alors que votre pays est attaqué, votre pays... Mais attendez, monsieur, c'est le Rwanda qui a attaqué le Congo. Il est président, il était ancien président de quoi? Du Rwanda ou du Congo? De la RDC en tout cas. Il a été président de la RDC ou bien du Rwanda? De la RDC, monsieur le président. Mais c'est incroyable. Mais je ne sais pas, il s'est comporté comment? Vous mettez sur le même pied votre pays, soi-disant, et un pays étranger qui vous attaque? Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Pour l'ancien président, c'est impardonnable. Donc pour moi, il n'est même plus sénateur à vie. Il n'est plus, pour moi, il faut l'enlever. Il ne me dit même pas ça. C'est un voyou. Il est moins qu'un voyou. Il était président. Il dirigeait qui avant? Les Rwandais ou les Congolais? Les Congolais, monsieur le président. Mais alors? Le monde entier reconnaît qu'il y a... Même quelqu'un mais enfant a reconnu que c'est lui. Hein? Il a longtemps nié, il a reconnu que c'est lui. Mais Kabila, lui, il continue. Même avec Kagame, de nier cette vérité. Son cas est spécifique. Et je le répète encore, c'est un Rwandais. Donc on ne peut pas le mélanger avec les autres. Le reste, tout est permis, tout est possible. Les gens peuvent se le convertir, je suis d'accord avec ça. Mais on va juger par les actes. Bemba pose des actes. Kabila aussi pose des actes. Au profit de qui? On sait. Voilà. Katumbi pose les actes. Au profit de qui? On sait. Fayulu pose les actes. Au profit de qui? On sait. Ne parlez pas de Kaméré. C'est un jouisseur, c'est tout. Un bon vivant, c'est un jouisseur. Alors que nous voulons conclure cette édition spéciale que le nouveau mouvement populaire dans ses plateformes numériques, notamment dans le réseau social X, a consacré ce direct à la République démocratique du Congo, un pays frère du Cameroun que le président Banakani a toujours porté dans la lutte dans le mouvement panafricaniste. Monsieur le Président, il avait été annoncé durant l'émission d'aujourd'hui concernant la RDC que les États-Unis ont sommé, ont réitéré encore la volonté de frapper le Rwanda en les sommant de retirer les troupes et d'arrêter de soutenir le M23. L'annonce de Kabila au Congo, on va vous dire, Monsieur le Président, à quoi s'attendre, quelle est la suite de la crise? J'avais dit au début de la crise, vous vous rappelez, la RDC ne tombera pas. On est où? La RDC est debout, Monsieur le Président. Si Kabila ne se ressaisit pas, il finira très mal. Je répète, s'il ne se ressaisit pas, il finira très mal. Très très mal. S'il peut se ressaisir. Donc, vous demandez quoi? L'accord est déjà signé. Hein? L'accord est signé. Hein? L'accord est signé. Hein? L'accord est signé. Bon, je vais vous démontrer en quoi cet accord-là est important et une bonne chose. On peut dans l'émission. Mes démonstrations sont très courtes et logiques. Ok. Vous écoutez, Monsieur le Président. Pourquoi la Senko? Pourquoi Katumbi? Pourquoi Kagame? Pourquoi Kabila? Les Fayulu ont tout fait pour que les Américains ne signent pas l'accord avec la RDC. Parce que l'accord était à leurs yeux un bradage. Ah bon? À leurs yeux.
À leurs yeux. Oui. Et quand ils prennent les mines là, ils mettent dans leur poche, c'est quoi? C'est préférable selon eux que l'argent de la mine profite aux Congolais qu'aux Américains, M. le Président. Mais qu'est-ce qu'ils disaient aux Américains quand ils allaient les voir? C'était que de laisser, c'est un bradage? Non, non. Ne signez pas avec lui, signez avec nous. Vous voulez que, non. Voilà ce qu'ils disent aux Américains. Ne signez pas avec lui, signez avec nous. Vous croyez que Kabila, Katoum et cette bande-là, ils allaient, eux, à la place, ils allaient faire quoi? C'est parce qu'ils savaient que cet accord-là va mettre fin à leur commerce qu'ils ont tout fait pour le saboter. Alors, quand vous regardez cet accord, il n'est pas encore signé. Donc, comme il n'est pas encore signé, nous considérons que tout ce qui est dit à l'intérieur n'est pas encore officiel. Mais il est déjà signé. Ayons le document. Signé. Quand on écoute, M. le Président, on a l'impression que cet accord, c'est une sorte d'assurance vie pour le Congo, M. le Président. Non. Il ne s'agit pas d'assurance vie. Il s'agit de mettre fin. Du Congo, du régime Kabila. Il s'agit de mettre fin à la colonisation de la RDC par le Rwanda, agissant pour le compte de l'État profond américain, l'État profond occidental. C'est simple que ça. Voilà. Donc, je vous ai démontré qu'il n'y a pas de bradage. Donc, pour qu'il y ait bradage, il faut que ça appartienne d'abord à la RDC. Ce n'est pas le cas. Et que ceux qui au bradage sont des menteurs, travaillent pour le compte, sont les employés de l'État profond. Lorsque lever les enchères, blanchir l'État profond dans les crimes. Comme aujourd'hui, vous voyez, la Belgique s'est blanchie. L'Amérique s'est totalement blanchie. Effectivement. On a laissé Kagame, le géant de la de Rwanda, seul coupable de tous les crimes. Tu as compris. Et ça ne nous gêne pas, il va assumer. Ça ne donne même pas, il va assumer. Donc, les Katoum, ils font le travail. On lève les enchères pour le compte des parrains occidentaux et puis le pays vient négocier en position de faiblesse et par derrière on le fait les commissions. C'est ça. On va devenir, on va te trouver une place dans l'accord. Tu vas jouer un rôle, tu deviens multimilliardaire et tu dis que tu fais la politique comme il faut arrêter ça. Par exemple, pour conclure l'émission. Il faut arrêter ça. Donc, tous les arguments qui sont là sont des mensonges. C'est ce qu'il dit à mon soutien, 100%. Je le soutiens. Et notez, M. le Président Manaka. Et comme nous le soutenons, il va réussir. Il réussira, M. le Président. C'est ce que vous avez dit. Oui. En tout cas, vous avez cette foi, M. le Président, et vous l'investissez dans le président Tshisekedi, dans l'espoir qu'effectivement il réussisse. Les Congolais, M. le Président, continuent encore à subir le martyr. On prie que, véritablement, dans un délai très court, il puisse, n'est-ce pas, être exempt de tous ces crimes qui subissent M. le Président Manakani. C'est ces mots que nous arrivons au thème de cette émission, nouvelle édition de notre émission, face à l'actualité, M. le Président Manakani. On vous dit merci, parce que vous avez pris votre temps pour être au chevet de la RDC, à l'effet d'apporter des analyses pertinentes et des clarifications utiles à la compréhension de la situation. C'est un privilège que vous faites chaque fois. Et nous en sommes conscients, M. le Président Manakani. Nous voulons aussi dire merci à toute l'équipe de production du NMP qui chaque jour s'active à l'effet de poser des émissions avec qualité optimale d'image et de retransmission. On vous l'a dit merci pour cette époque constante. Et enfin, nous terminons en disant merci aux internautes du NMP qui chaque jour se donnent la peine d'être attentifs et attentionnés pour suivre nos émissions de l'entièreté. On prend rendez-vous à la prochaine édition qui certainement sera programmée dans quelques jours. Merci, c'est